Allez, j'ai retard aujourd'hui. On va quand même évoluer d'un regard croisé. On va parler ce soir. On va commencer avec la Gambie. Je suis sur le plateau avec Firmin Teko Agbo, chroniqueur politique. Bonsoir Firmin. Bonsoir Samuel Niaoui, merci de m'avoir invité. Abel Clousset, juriste et président du CAJ Togo. Bonsoir Abel. Bonsoir Samuel, bonsoir Philbert et bonsoir à tous ceux qui nous suivent actuellement. Merci. On va en Gambie tout de suite. L'ex-président gambien Yahya Jammeh en exil en Guinée équatoriale a réagi dans un enregistrement audio à un incident au cours duquel un habitant de son village de Kanilai a été blessé la semaine dernière par un soldat gambien. Avant cet enregistrement sur WhatsApp, obtenu mercredi et authentifié par des journalistes, la diffusion en juillet 2018 d'une conversation téléphonique entre M. Jammeh et des membres de son parti avait révélé son intention de rentrer un jour dans son pays qu'il avait dirigé d'une main de fer pendant 22 ans. Et dans ce nouvel enregistrement, Yahya Jammeh exprime sa colère après un incident donc, au cours duquel un habitant de son village a trouvé la mort à Belkoussé. Il faut croire que Yahya Jammeh, même loin, continue un peu de régenter la vie dans son village. Exact. D'abord, il faut souligner que quand nous apprécions Jammeh, c'est par le prisme de l'Occident. Généralement, nous qui nous prononçons sur à la fois Jammeh comme sur sa gouvernance, on n'a jamais été en Gambie pour la plupart pour voir ce qu'il a eu à faire, ce qu'il n'a pas eu à faire. Maintenant, il faut également reconnaître que le plus souvent, les Occidentaux non plus ne vendent pas les dérives qu'on révèle de Yahya Jammeh. Et sur ce qui s'est passé, c'est vrai que quand il était au pouvoir, étant natif de Kanilai, il a fait de cette région un État dans l'État. Et donc, il s'est senti, à mon avis, interpellé quand il y a eu un militaire qui a été tué par ses pairs. Mais il faut dire tout de suite que, d'abord, ce n'est pas parce qu'on est militaire qu'on a le droit de ne pas s'arrêter devant ses pairs en faction. Quand on fait les contrôles, et que vous êtes interpellé, même si vous êtes militaire, il faut s'arrêter, présenter vos papiers ou répondre aux questions qu'on vous a posées. De l'autre côté également, il faut dire que ce n'est pas parce qu'on a interpellé un citoyen, fût-il militaire, qu'il faut tirer sur lui à bout portant. Et puis, même s'il fallait tirer, il y a des lieux du corps humain sur lesquels il faut tirer pour ne pas tuer immédiatement la personne. Et donc, cela révèle dans un premier temps la manière dont Yahya Jammeh lui-même a formé son armée. C'est une armée qui a la gâchette facile, et c'est ce qu'on a démontré. Secondo, il a fait 22 ans, il est gambien. S'il veut revenir, qu'il revienne et la justice s'appliquera à lui. Firmin Teko Agbo, Yahya Jammeh, il demande aux habitants de son village de ne pas se faire justice eux-mêmes, promettant de régler lui-même le problème. Lui-même promet de régler lui-même le problème. Quand les gens mouraient sous lui, il était où? Quand il faisait emprisonner les gens, il était où? Quand les gens détournaient de l'argent, quand lui-même détournait des millions d'euros, quand il faisait blanchir des centaines de millions de dollars à l'époque, là, qui lui disait quoi? Aujourd'hui, parce qu'il veut parler, il est en Guinée, il a une retraite un peu paisible, il n'a plus rien à faire, donc il veut se mêler à tout. Moi, je pense tout d'abord que c'est son droit le plus absolu de se prononcer sur des questions d'intérêt national, des questions qui touchent à l'intérêt de son pays. C'est une très bonne chose. Mais ce n'est pas parce que c'est son village là qui va nécessairement se prononcer. Je me demande si il s'était agi d'une autre ville, est-ce qu'il allait avoir la même réaction? Il est un ancien chef d'État, c'est son droit de se prononcer sur des sujets. Mais il faut reconnaître que lui-même, comme Abel Clousset l'a dit, c'est lui-même qui a créé toute cette situation. Parce que quand vous êtes dans un pays où on peut facilement tirer sur des gens, ça veut dire qu'il y a des antécédents. Ça veut dire des gens ont été formés, des gens ont cette culture-là. Donc, tout ce qui est en train d'arriver aujourd'hui, c'est la faute à Yahya Jammeh. Alors, ce qui serait beaucoup plus intéressant, c'est qu'il appelle l'actuel président de la République, Adam Barrow, qui discute un peu avec lui par rapport à ce qui se passe dans cette localité, et qu'ensemble, les deux puissent trouver une solution. Mais pas qu'ils se mettent, qu'ils se départissent de tout le pays, pour qu'ils disent, non, moi je vais régler ce problème. Lui, il va régler quoi? Ce n'est plus lui qui dirige. Il faut qu'il arrête cette blague-là. Il y a un chef d'État aujourd'hui qui régente la vie du pays, qui dirige le pays, et il s'appelle Adama Barrow. C'est lui qui lui a succédé. Alors, s'il y a des soucis dans ce pays, il revient à ce chef d'État de se prononcer. Comme en tant qu'État dans ce chef d'État,
il a la possibilité quand même de dire il y a de tels soucis, de mon temps c'est comme ça, moi je l'avais réglé, mais il peut délivrer d'utiles conseils, mais il ne faut pas qu'il se montre le tout-puissant ou celui-là qui maîtrise mieux cette localité. C'est lui-même qui a fait ça. Il y a une chose qu'on peut lui reconnaître, c'est d'avoir accepté qu'il y ait l'alternance dans son pays-là. Donc, qu'il ne se mette pas en retrait, mais qu'il continue pas à collaborer avec celui-là qui est au pouvoir. Et là, on peut éviter ça. Mais à l'avenir aussi, il faut que celui-là qui est au pouvoir, qu'il arrive à bien s'entretenir avec ces militaires-là. Pour qu'on ne vive plus des situations comme ça. Oui, mais par rapport à l'intervention de Firmin, j'aurais bien aimé que ce soit Yaya Jammeh lui-même qui ait voulu de l'alternance dans son pays. Non, ce sont plutôt les bruits de bottes de la CEDEAO, des militaires de la CEDEAO qui l'ont amené. On se rappelle tous de la médiation du président, je crois, mauritanien et Guinée Alpha Condé, qui l'ont amené à partir en Guinée équatoriale. Donc, lui-même n'avait pas voulu. C'est vrai, il y a eu, dans un premier temps, une acceptation. Après, il y a eu vote face. Il a voulu demeurer. Advienne que pourra. Et après, il a fallu les bruits de bottes pour qu'il puisse partir. C'est ça, pour moi, c'est sa première volonté que moi je salue. Parce que c'est ça qui a engendré tout ça. Il n'aurait pas faire émerger une petite volonté. Peut-être on n'aurait jamais eu ça. C'est parce que les gens le disent, toi-même, tu as accepté. Tu as accepté tu as reconnu ta défaite. Alors, il ne faut pas que tu reviennes sur ce que toi-même tu as dit. Ça a ouvert la voie à l'alternance. De l'autre côté, quand il promet réagir, c'est en tant que qui? En tant que réfugié ou en tant qu'un ancien président? Si c'est en tant qu'un ancien président, que dit la Constitution gambienne? Quelles sont les prérogatives reconnues à un ancien chef d'État gambien? À mon avis, sans avoir même lu la Constitution gambienne, ça ne serait pas le règlement des litiges ou le règlement même des affaires de l'État. Quand tu es ancien, point barre. Tu as des privilèges, tu as peut-être certaines immunités, mais tu n'as plus la faculté ou la prérogative de régler les affaires de l'État. Donc, en tant que qui, il promet de réagir. Il promet réagir. De l'autre côté, et ça c'est apprécié, il a appelé les populations de Kanilaï au calme, tout en leur disant qu'il va régler la question. Et il a également parlé de l'unité du peuple gambien qui le préoccupe plutôt. Et donc, ce sont, à mon avis, de bonnes choses. Moi, je lis dans les réactions de Jammeh une chose. C'est un monsieur qui pense toujours revenir en Gambie de façon légale ou illégale et reprendre la tête du pouvoir. Et tout ce qu'il fait, il se prépare pour ça. Voilà pourquoi, à un moment donné à un autre, il va falloir qu'on règle le cas de Yaya Jammeh parce qu'il demeure une menace permanente pour l'État gambien. Alors, est-ce que vous pensez quand même qu'entre Jammeh et son successeur, Adama Barrow, il y a une quelconque relation? Oui, et il doit y en avoir parce que Adama Barrow n'est pas un terrain connu pour Yaya Jammeh. Donc il doit y en avoir. Moi, si on me dit aujourd'hui que les deux ne s'appellent pas, je vais dire que c'est faux. Parce que les deux n'ont jamais exprimé, l'un n'a jamais exprimé une animosité vis-à-vis de l'autre. Les conditions aussi de la succession, ça n'a pas été très facile. Oui, ça n'a pas été très facile, mais c'est la politique. Adama Barrow sait aujourd'hui que si il y a des choses, des clés du pouvoir, c'est Yaya Jammeh qui a, c'est pas assez manié, mais qui les détient aujourd'hui. Et de plus, si Yaya Jammeh n'est toujours pas menacé là où il est, peut-être c'est grâce à Adama Barrow, parce qu'il aurait été un chef d'État très, très fâcheux avec une certaine animosité. Il aurait dit, il diligente une enquête ou il lance un mandat d'arrêt international contre Yaya Jammeh. On ira le chercher. C'est un chef d'État qui est là, qui se prononce. Moi, je me dis que peut-être on l'a conseillé et il se dit pour calmer la Gambie et pour lui permettre d'avoir une retraite un peu paisible, il faut le laisser là où il est. Parce que cette situation-là, il faut essayer d'être un peu plus méfiant vis-à-vis de tout ce qui se passe. Si Yaya Jammeh, ce qui s'est passé en Gambie, c'est un bon exemple à laisser au continent africain. Par exemple, celui-là qui laisse le pouvoir du jour au lendemain, on ne l'inquiète plus tellement, il est là tranquille. Donc ça va inspirer d'autres là qui s'accrochent au pouvoir et qui diront en réalité, bon, si on quitte le pouvoir, on peut nous garantir une certaine retraite paisible. Donc c'est un bon exemple. Il ne faut pas que les Gambiens se disent un jour, donc on va l'attaquer ou on va lancer un mandat d'arrêt international. C'est ce qui se passe peut-être même avec notre constitution, avec la
nouvelle version, l'article 75, où les gens disent le chef d'État est là, et l'impunité, tout ça. Mais ce qui se passe en Gambie, ce n'est pas de l'impunité, mais c'est un règlement politique. Il faut avoir une certaine hauteur d'esprit, un sens de responsabilité pour pouvoir régler ce genre de choses, pour que la tenance puisse être rendue ou puisse devenir quotidienne sur le continent. Alors, mais quand on regarde ce qui se passe au niveau du Kanilaï, c'est vrai, c'est dans le village de Yaya Jammeh. Est-ce que ça aurait été un autre endroit de la Gambie qui aurait réagi ainsi? Visiblement, non. On connaît tout son attachement à sa ville, ou disons à sa région natale. Kanilaï, on connaît tout son attachement. Donc, ça aurait été Banjul ou autre lieu. Tout porte à croire que Yaya Jammeh ne va pas réagir. D'ailleurs, même, il y a d'autres affaires qui sont passées en Gambie, il n'a pas réagi. Et moi, je me dis, il se peut aussi que la communication soit faible, si ce n'est inexistante, entre Yaya Jammeh et Adama Barrow. Barrow, pour l'instant, n'est pas inquiété parce que, visiblement, les conseillers de Barrow et Barrow lui-même sont sages. Parce qu'ils ne tirent aucune gloire, ils ne tirent aucun bénéfice, ils ne tirent pour l'instant aucun intérêt à lancer un mandat d'arrêt contre un Yaya Jammeh qui ne sera jamais, je le précise, jamais arrêté en Guinée équatoriale de Teodoro Obiang-Nguema. Jamais il ne pourra être arrêté. Tant que qui sera au pouvoir, il ne pourra jamais être arrêté. Donc ça ne sert à rien de lancer un mandat d'arrêt qui aura même un effet néfaste sur d'autres pays ou sur d'autres présidents qui voudront quitter le pouvoir éventuellement. Donc, sur ce point, je me dis, c'est une bonne chose. Mais de l'autre côté, mais pendant 22 ans de Yaya Jammeh, d'ailleurs même, il se le réclamait publiquement. Il y a eu des assassinats, par exemple des homosexuels. Moi, je ne suis pas pour l'homosexualité, je le dis, je le clame, mais je ne suis pas contre les homosexuels. C'est des êtres humains. Justement, et donc, je n'ai pas compris pourquoi est-ce qu'il peut les faire exécuter publiquement. Je n'ai pas compris. Et donc, pour ces crimes-là, comme pour d'autres, il va falloir qu'un jour, voilà, justice soit faite. Et justice soit faite, c'est qu'il puisse répondre. Et aujourd'hui, on peut parler de Sarkozy, de Chirac, même en Argentine, au Brésil, les consorts. Ce sont des démocraties, mais les chefs d'État ou les anciens chefs d'État répondent de leurs crimes ou de leurs délits. Ce qu'il faut souhaiter, c'est que ça ne soit pas une justice des vainqueurs contre les vaincus ou de la chasse aux sorciers, mais que cette justice-là soit équitable, que tout se joue dans les règles de l'art. Ça pose quand même une question intéressante, cette parenthèse qui est en train d'être ouverte. C'est parce que vous avez évoqué tout à l'heure ce fameux article 75. Quand on lit très bien, on dit pour les faits commis dans l'exercice de ses fonctions. Et on se demande quels sont ces faits-là. Quand vous tuez des homosexuels, ce n'est pas des faits dans l'exercice de vos fonctions. Ça n'appartient pas aux prérogatives du président de tuer des homosexuels. Exactement, c'est là où la règle de droit est ambiguë à ce niveau-là. Parce que c'est comme c'est des délits de droit commun. Alors que quand on parle d'exercice de sa fonction, c'est beaucoup plus politique. Donc, c'est là où ceux qui ont rédigé un peu cet article laissent un peu de flou. Parce que jusqu'à présent, ça ne paraît pas clair là. Est-ce qu'il y a quand même vraiment un flou? Parce que, comme je le dis, si on suppose qu'on a demandé qu'on exécute en Gambie des homosexuels, ce n'est pas dans les prérogatives, dans l'exercice de la fonction présidentielle. Le président de la République va jamais dire pas des homosexuels. C'est vrai qu'il l'a fait en étant président, mais ça n'entre pas dans les prérogatives du président d'exécuter. Et c'est à ce niveau-là, même le président est toujours protégé avec cette règle de droit. Si cela était ainsi en Gambie, ou si les Gambiens aussi avaient ce fameux article 75, c'est ça, non? Oui, ce 75-là. Mais mais tout ça là, il a dit quelque chose de très important. Très important. Quand les dirigeants sont là, il ne faut pas les inquiéter. Il ne faut pas leur dire vous aurez un avenir sombre. Et ce qui fait qu'ils s'accrochent au pouvoir là, il faut arriver à sortir ça de la tête. Dans le cas de la Gambie, c'est ce que l'autre, la Barrow, avait fait et jamais revenu sur sa reconnaissance de la défaite. Oui, c'est ça. Adama Barrow a commencé par dire nous allons traquer ceux qui ont fait ci et ça. Jamais dit finalement je reste. Je reste. Donc ça fait peur au fait. Parce que quand vous gérez un État, c'est lourd. Le passif est lourd. Ce que vous laissez, c'est lourd. Vous savez, il ne faut pas qu'on dise seulement que c'est seulement en Afrique que les pouvoirs tuent. Vous connaissez la guerre d'Irak, la guerre en Afghanistan. Vous savez tout ce que les Français font au Mali et autres. Mais si on veut juger ces crimes-là,
si on veut juger ça, comment? Qui seront responsables devant les tribunaux? Donc ce n'est pas seulement en Afrique. Donc quand on parle du continent africain, il faut qu'on élargisse un peu le regard pour voir ce qui se fait aussi ailleurs. Parce qu'il ne faut pas qu'on dise que les plus criminels sont les Africains. Parce que Bush est allé sur la terre d'Irak, mais au nom des faux documents. Oui. Au nom du mensonge, Bush avait dit qu'il y avait des armes de destruction massive sur la terre d'Irak de Saddam Hussein à l'époque. Et on a pris Saddam Hussein au nom du mensonge. On l'a pendu un 20 décembre 2003. C'est un chef d'État, c'est de la criminalité. Parce que tout a été fait parce qu'il y avait des intérêts cachés derrière, le pétrole irakien. Donc vous voyez, ce ne sont pas seulement les Africains qui sont des criminels. Tout pouvoir tue. Il ne faut pas tromper les gens. Tout pouvoir tue. Donc, s'il va falloir protéger les chefs d'État, moi, je ne dis pas, je ne suis pas totalement contre, parce qu'ils ont peur de leur avenir. Et des fois, le pouvoir vous contraint à faire certaines choses au nom de la sécurité. Et il y a quelqu'un qui dit souvent, quand il faut choisir entre la sécurité et la liberté, on préfère la sécurité. Et au nom de la sécurité, on peut tuer facilement. Je ne dis pas qu'il faut tuer, mais je dis il ne faut pas inquiéter les chefs d'État quand ils sont en activité. Il ne faut pas leur dire, le jour où vous quitterez le pouvoir, vous aurez ci, vous aurez ça. C'est ce qui fait que les chefs d'État s'accrochent toujours au pouvoir. Mais au même moment, quand ils savent que si je ne fais pas bien, je vais être inquiété, ça peut aussi les amener à faire bien. Oui, d'abord, j'ai deux choses à dire. La première chose, on a bien cité, ou Fulbert a affirmé plutôt, a bien cité les hommes de l'Irak, les hommes du Mali, on peut multiplier, même en Palestine, et qu'on sort en Libye, sont des exemples vrais, ce sont des faits indéniables. Mais il y a une chose que nous remarquons, je ne dis pas que c'est bien ce que je veux dire, ces présidents-là ne tuent pas leur peuple. C'est ça la différence fondamentale. On ne les poursuit pas ou on ne réclame pas une poursuite parce qu'ils ont tué leur peuple. Ici, ce que nous regrettons, c'est que ces présidents tuent leur propre peuple. Yahya Jammeh, c'est ce que nous disons. Yahya Jammeh n'a pas tué les Sénégalais, mais il a plutôt tué des Gambiens. Et c'est ce qui est déplorable. La seconde chose, il y a eu des débats sur New World, malheureusement, je n'étais pas à Lomé et parfois même pas au Togo. J'espère que j'aurai l'occasion de me rattraper. Mais sur cet article 75, les gens ont trouvé beaucoup de choses à dire. Moi, je dis, il y a plusieurs interprétations de la loi, plusieurs méthodes d'interprétation de la loi, dont, c'est vrai, il y a la libre recherche scientifique, mais moi, je veux parler de l'interprétation téléologique, c'est-à-dire l'interprétation des fins, ce qu'on recherche à travers ça. On sait que, d'abord, ce n'est pas seulement au Togo qu'il y a une immunité présidentielle. Et dans tous les pays, on ne va pas se mettre à faire du droit comparé ici, mais dans tous les pays, ce sont des actes non détachables du pouvoir présidentiel. C'est-à-dire des actes qu'il a accomplis dans l'exercice de ses pouvoirs, de ses prérogatives présidentielles. Ce sont par rapport à ces actes-là, ou ce sont ces actes-là qu'on couvre d'immunité. Et donc, les actes qui sont détachables du pouvoir présidentiel, par exemple, je vais donner un exemple, le président de la République va braquer une banque, ou bien comme je parle en France. Je vais me rappeler l'exemple que j'avais le même débat avec Direct avant, on a donné l'exemple, le président de la République tue Sabonne. Oui. Exact. Ça, c'est pas dans l'exercice. Exactement. Ça fonctionne, ne lui demande pas de ou carrément, on a vu comment François Hollande s'était déguisé pour aller chez Julie Gaël, et qu'il y a eu bagarre, les coups de poing ont fusé de partout, et mort s'en est suivi. Ce n'est pas dans l'exercice de ses fonctions. Par contre, quand il dit, pour le cas de l'opération Barkhane, frapper ici, et qu'on largue des bombes, c'est dans l'exercice de ses fonctions. Là, il est couvert par l'immunité. Et une dernière chose sur ce point, on s'égosille beaucoup. Il y a les juges constitutionnels qui probablement auront l'occasion de se prononcer là-dessus. Moi, je nous connais un peu au Togo. Je sais que après 2 mandats, quand le président actuel va quitter, il y aura des associations qui vont vouloir porter plainte. Et cela donnera l'occasion aux juges constitutionnels dans 10 ans ou dans 11 ans de se prononcer sur la portée de l'article 11, de l'article 75 plutôt, de notre Constitution. Mais il a dit quelque chose à Berkeley, c'est ça, non? Oui, vous avez dit quelque chose, vous avez dit que le chef d'État, le Bush, n'a pas tué les Américains, François Hollande n'a pas tué les Français. Donc, on peut se lever facilement pour aller tuer... Jamais dit, ce n'est pas une... ça fait réfléchir. Mais on peut se lever comme ça et aller tuer et ne pas être inquiété. C'est là où c'est fort. Donc, et regardez, les Américains
comment on dit, ne reconnaissent, ils ne sont pas membres de la Cour pénale internationale. Ouais. Vous voyez, donc on peut se lever comme ça et aller tuer d'autres peuples et ne pas être inquiété par la justice internationale. Et après, on va dire que c'est les chefs d'État africains parce qu'ils ont tué leurs concitoyens, donc on peut les inquiéter. Vous voyez que c'est un peu compliqué à ce niveau-là. Au même moment, on a jugé aussi des chefs d'État africains pour des crimes commis ailleurs. Je pense à Charles Taylor. Avec Sierra Leone. Oui. Ce n'était pas pour des faits au Libéria, mais pour des faits en Sierra Leone. Oui, bien évidemment, mais ce sont des cas qui arrivent. Même moi, je voudrais parler un peu du principe traditionnel qui est en train d'exister et qui fait mal. Et regardez même, aux États-Unis, la torture n'est pas autorisée aux États-Unis. On ne torture pas sur le territoire américain. C'est en Guantanamo, on peut torturer. Au Cuba, ça veut dire quand les Américains vous prennent et veulent vous torturer, on vous envoie au Cuba. C'est tellement compliqué. Donc, on peut protéger son propre territoire, mais ailleurs, on peut faire mal. Je pense qu'il revient à la communauté internationale de nous dire arrêtez. Cela est symptomatique du rapport qu'il y a entre le droit et la puissance, en quelque sorte. Il y a toujours un rapport entre le droit, pas forcément conflictuel, même si parfois c'est conflictuel, entre le droit et la puissance. C'est vrai, les Américains ne sont pas membres de la CPI, et mieux, il y a eu un vote d'une loi, Patriot Act, qui voudrait que à chaque fois qu'on présentera un Américain devant une juridiction internationale, les États-Unis se donnent le droit d'envoyer leur armée pour récupérer ce citoyen-là. Et donc, mais les États-Unis ne sont pas les seuls. La Russie aussi n'est pas membre de la Cour pénale internationale. La Chine aussi. La France, je pense. Oui, la France est membre. Il ne pas ratifier le statut de Rome. Sur les 5 membres permanents, il n'y a que la France et la Grande-Bretagne qui sont membres, qui sont toujours membres aujourd'hui de la Cour pénale internationale. Mais en même temps, cette Cour-là, même si ça a été une avancée, on a vu les tribunaux ad hoc, mais si ça a été une avancée aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être un génie, encore moins un juriste, pour savoir que cette Cour mérite d'être réformée. C'est une Cour totalement politisée. Aux autres même, on parlait tout de suite des États-Unis. On a ajouté la Russie qui s'était retirée suite à l'agression de la Crimée. On a aussi ajouté la Chine. Mais c'est encore le Conseil de sécurité qui a fait inculper Kadhafi devant la CPI. Et donc, voyez-vous que les mêmes qui ne sont pas membres ont la possibilité, au nom du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, de saisir la CPI pour que la CPI puisse, entre griffes, punir d'autres chefs d'État. Donc, cette institution est à réformer. Ce que je vais demander aux chefs d'État africains, c'est de ne pas tuer leurs propres concitoyens, leurs propres frères, leurs propres sœurs. Il faut tout éviter. C'est même pas bien de tuer. C'est pas bien de tuer. Ils sont là pour nous protéger. Les États, nos autorités sont là pour nous protéger. Alors qui on va nous pause protège tout de suite et on revient après le journal.